Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment analyser une entreprise. En tant qu'investisseur particulier, on n'a pas le luxe qu'ont les analystes professionnels de pouvoir passer plusieurs jours à analyser une entreprise pour déterminer si c'est un bon investissement ou pas. C'est pourquoi il est important de construire une méthodologie pour pouvoir analyser au mieux une entreprise le plus rapidement possible, mais tout en restant qualitatif. Malheureusement, il n'existe aucun indicateur magique qui permet d'analyser une entreprise en 5, 10 ou 15 minutes. Si vraiment vous voulez faire une analyse sérieuse, il faut passer au minimum quelques heures. Avant de débuter la vidéo, laissez un pouce bleu en dessous de cette vidéo pour m'aider à soutenir la chaîne et abonnez-vous afin d'être notifié des futures publications. Voyons voir maintenant comment faire pour analyser une entreprise en 5 étapes. La première chose qu'on va regarder, c'est l'analyse des éléments financiers. L'analyse des éléments financiers va se découper en 3 parties. Premièrement, l'analyse de la capitalisation boursière de l'entreprise. Deuxièmement, l'analyse de la performance du prix de l'action au cours des 10 dernières années. Et troisièmement, l'analyse du compte de résultat, du bilan et du flux de trésorerie. Capitalisation boursière, c'est la valeur des actions en circulation. Pour calculer la capitalisation boursière d'une entreprise, on multiplie le prix de l'action par la quantité d'actions qui sont en circulation. Cela nous donne donc la valeur totale des actions en circulation, c'est ce qu'on appelle la capitalisation boursière. La capitalisation boursière donne les indications suivantes: la volatilité potentielle du titre, l'étendue de l'actionnariat et le marché auquel l'entreprise s'adresse. Une entreprise qui a une très grosse capitalisation boursière sera généralement une entreprise mature qui génère de gros revenus et dont les revenus seront stables, ce qui veut dire que l'action de l'entreprise sera beaucoup moins volatile qu'une entreprise à faible capitalisation boursière qui, elle, aura des revenus qui peuvent être beaucoup plus instables puisqu'elle s'adresse peut-être à une seule niche du marché ou c'est une entreprise qui est encore en croissance. Une entreprise à grosse capitalisation boursière aura donc un prix de l'action qui va potentiellement moins s'apprécier à travers le temps, tandis qu'une entreprise à petite capitalisation boursière a potentiellement plus de place pour l'appréciation de l'actif à long terme, puisque c'est une entreprise qui va potentiellement croître beaucoup. Les entreprises à capitalisation boursière moyenne se situent donc entre les deux. Pour connaître la capitalisation boursière d'une entreprise sans devoir la calculer vous-même, vous pouvez trouver ces informations sur Yahoo Finance en tapant le nom de l'entreprise qui vous intéresse dans la barre de recherche. Et sur la page d'accueil donc de la fiche de cette entreprise, vous allez voir la capitalisation boursière qui apparaît. Si on prend par exemple l'entreprise Apple, on voit que sa capitalisation boursière est supérieure à 2000 milliards de dollars américains, ce qui en fait la plus grosse capitalisation boursière au monde. Lorsqu'on parle d'étendue de l'actionnariat, cela fait référence au profil d'investisseurs qui vont détenir ce genre d'actions. Pour une entreprise à grosse capitalisation boursière, l'actionnariat sera très étendu, ce qui veut dire que l'action sera détenue à la fois par des institutions et par des investisseurs particuliers. Au contraire, une entreprise à petite capitalisation boursière aura peut-être moins d'investisseurs particuliers qui achèteront l'action ou peut-être moins d'institutions qui achètent l'action. Les entreprises à capitalisation moyenne se situent encore une fois entre les deux. Enfin, lorsqu'on parle de marché auquel s'adresse une entreprise à grosse capitalisation boursière qui a des gros revenus, cela suggère que c'est une entreprise qui fait du business dans le monde entier potentiellement ou qui a un gros marché auquel elle s'adresse et que c'est une entreprise potentiellement mondiale. Si on reprend encore l'exemple de Apple, par exemple, c'est en effet une multinationale mondiale qui fait du business dans le monde entier et qui adresse plusieurs segments différents du marché. Par exemple, elle vend des smartphones, mais elle vend aussi des services via l'application, le App Store, où elle permet aux développeurs de vendre leurs applications sur la plateforme de Apple et Apple va prélever 30% du revenu que les développeurs vont tirer de la vente de leurs applications. Donc Apple est à la fois une entreprise qui vend du hardware, donc qui vend des smartphones et des accessoires de technologie, mais c'est également une entreprise qui vend des services. Donc c'est une entreprise qui s'adresse à un très large marché. Au contraire, des très petites entreprises avec une petite capitalisation boursière vont plutôt s'adresser à une niche du marché plutôt qu'au marché dans son ensemble, ce qui explique pourquoi leurs revenus sont moins importants. Lorsque vous avez analysé la capitalisation boursière de l'entreprise, vous pouvez regarder sur quel marché est listée cette entreprise. Pourquoi est-ce important? Premièrement, pour savoir si vous avez accès à ce produit, bien entendu. Si l'action est listée sur un marché secondaire ou un marché exotique, il se peut que votre broker ne vous offre pas la possibilité d'acheter cette action, ce qui veut dire que ça ne sert à rien d'analyser l'entreprise puisque vous ne pourrez pas acheter son action. Si au contraire l'entreprise est listée sur un marché très connu, comme Apple, on va prendre l'exemple d'Apple qui est listé sur le marché du Nasdaq, c'est un marché auquel tous les brokers vous donnent accès, donc il est très facile de pouvoir acheter cette action quand bon vous semble. De plus, les entreprises avec une très grosse capitalisation boursière, ce sont des titres très liquides qu'il est facile d'acheter et de vendre sur les marchés boursiers quand bon vous semble.
plus ou moins au prix auquel vous souhaiterez l'acheter ou vendre. Donc encore une fois, les entreprises à grosse capitalisation boursière sont souvent plus faciles d'accès, tandis que les compagnies à petite capitalisation boursière sont en général plus difficiles à accéder. Les entreprises à capitalisation moyenne, encore une fois, se situent entre les deux. À ce niveau de l'analyse, en termes de capitalisation boursière et de marché sur lequel l'entreprise est listée, vous ne portez encore aucun jugement de valeur sur l'entreprise. C'est simplement une collecte d'informations préalables qui nous permettra de mieux comprendre l'entreprise et ses éventuelles valuations lorsqu'on va analyser notamment ses finances, lorsqu'on va commencer à regarder sous le capot pour analyser les éléments financiers, pour voir s'ils sont proportionnels finalement à la capitalisation boursière de l'entreprise. Si l'entreprise a une énorme capitalisation boursière et que les revenus sont minimes, cela peut suggérer que l'entreprise est potentiellement surévaluée ou que c'est une entreprise en forte croissance qui va devoir croître ses revenus de manière très importante pour justifier la capitalisation boursière. A contrario, si on a une entreprise avec une très petite capitalisation boursière mais des très gros revenus, cela peut suggérer que l'entreprise est sous-évaluée ou alors que l'entreprise a peut-être des difficultés et les gens ne croient pas trop en son potentiel de croissance. Encore une fois, il faut toujours analyser pour savoir à quelle entreprise on a affaire et c'est ce qu'on verra au fur et à mesure des différentes étapes du processus d'évaluation et d'analyse de l'entreprise. La deuxième chose que nous analysons, c'est la performance du prix de l'actif au cours des 10 dernières années. Sachez qu'il n'est pas possible de prédire le futur à partir de performances passées, mais la performance passée peut nous donner une indication sur la tendance et la direction dans laquelle va l'entreprise. Si vous voyez que la courbe du prix de l'action décline de manière continue au cours des 10 dernières années, cela peut supposer que l'entreprise a des difficultés financières, qu'elle est mal gérée ou que ses produits et services ne sont pas très populaires et que c'est peut-être une entreprise en déclin. Au contraire, si le prix de l'actif ne fait que croître au cours des 10 dernières années et qui croît de manière même exponentielle, cela signifie que l'entreprise est potentiellement en phase de croissance, que les produits et les services sont très demandés et que ses revenus sont en train d'augmenter, ce qui attire les investisseurs qui achètent de plus en plus de parts de cette action-là et ce qui fait monter le prix. Si on prend encore le cas de Apple, on voit effectivement que le prix de l'action au cours des 10 dernières années ne fait que monter, ce qui encore une fois présuppose que Apple est une entreprise performante dont les produits et services sont très populaires. Une fois qu'on a regardé la capitalisation boursière et la performance du prix de l'action, on peut passer à l'analyse financière à proprement parler, c'est-à-dire l'analyse des éléments financiers. Pour trouver les éléments financiers de l'entreprise qui vous intéresse, vous restez encore une fois sur la page de Yahoo Finance. Sur la page d'accueil de l'entreprise qui vous intéresse, vous verrez qu'il y a un onglet qui s'appelle Éléments financiers et c'est là qu'il faut cliquer et ça va vous emmener directement sur, par défaut, le compte de résultat. Lorsqu'on va analyser les éléments financiers, on va donc analyser le compte de résultat, le bilan et les flux de trésorerie. Le compte de résultat synthétise l'ensemble des charges et des produits que l'entreprise a réalisés au cours de l'exercice comptable. Un exercice comptable, souvent, court du 1er janvier au 31 décembre d'une année. Certaines entreprises ont des exercices comptables qui se terminent à différentes périodes de l'année, mais sachez qu'un exercice comptable, c'est une durée de 1 an en général. Vous voyez donc dans les colonnes du tableau qu'on a les exercices comptables en général des 3 ou des 5 dernières années en fonction des données que nous donne Yahoo. Ça permet donc d'établir une comparaison entre les chiffres les plus récents et les chiffres anciens pour voir l'évolution de l'entreprise. Et ça, c'est un point clé à prendre en compte dans l'analyse des éléments financiers, c'est l'évolution des performances de l'entreprise à travers le temps. Et ce qu'on cherche, c'est une amélioration continue des performances. Si vous voyez des performances en baisse, il faut tout de suite vous poser des questions et aller comprendre pourquoi est-ce que l'entreprise a des éléments financiers en déclin. Alors comme je viens de le dire, il faut que les éléments financiers du compte de résultat soient en augmentation constante au fil des ans. Par exemple, le chiffre d'affaires total, il faut qu'il augmente tous les ans. Les investisseurs veulent investir dans des entreprises qui sont en croissance continue. Pour des entreprises à grosse capitalisation boursière, les investisseurs peuvent se satisfaire d'une croissance plus faible puisque ce sont des entreprises très matures qui ne peuvent pas croître de façon exponentielle. Donc une croissance de 1% même peut être suffisant. Dans le cas de Apple, on voit que les revenus 2020 ont augmenté de 5% par rapport aux revenus 2019, ce qui pour une entreprise à capitalisation boursière comme Apple est une très belle performance. Par contre, pour des entreprises à petite capitalisation boursière ou capitalisation boursière moyenne, les investisseurs voudront voir des taux de croissance plus élevés du revenu. Donc, certaines entreprises en forte croissance peuvent avoir des augmentations de revenus de 100% d'une année sur l'autre, voire même d'un semestre sur l'autre. Et ça, les investisseurs, ça les intéresse parce que ça montre des entreprises qui sont potentiellement innovantes ou qui prennent des parts de marché et qui sont en forte croissance et qui ont un potentiel un jour de devenir des leaders dans l'industrie dans laquelle ils opèrent. Donc pour les entreprises à plus petite capitalisation boursière, il faut voir des revenus qui augmentent de façon très importante, tandis que pour les entreprises à capitalisation boursière très forte, on peut se satisfaire d'augmentation du revenu plus faible.
Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'il faut que les revenus augmentent quand même chaque année. C'est ça que cherche l'investisseur pour savoir si l'entreprise est sur la bonne voie. La deuxième chose que nous allons analyser dans le compte de résultat, ce sont donc le coût des ventes, c'est-à-dire tous les coûts qui sont liés à la vente des produits et des services que propose l'entreprise. Dans le coût des ventes, on peut retrouver les salaires, le marketing ou encore la recherche et le développement. Comme je l'ai dit, tous les coûts qui sont liés à la vente des produits et des services. Contrairement aux revenus, on n'aime pas avoir des coûts des ventes qui augmentent tous les ans de manière très importante. L'augmentation du coût des ventes doit être contrôlée et dans l'idéal, moins que proportionnelle à l'augmentation des revenus. Si les revenus augmentent de 10% mais que les coûts des ventes augmentent de 25%, cela peut être alarmant. Il existe bien entendu des exceptions. Pour les entreprises qui sont en très forte croissance, elles sont obligées d'investir pour croître, ce qui peut excuser un coût des ventes qui augmente de façon importante d'une année sur l'autre. Au contraire, une très grosse compagnie avec des grosses capitalisations boursières ne peut pas se permettre d'avoir des coûts qui explosent alors qu'elle est censée avoir un business model mature. Donc c'est pourquoi, encore une fois, en fonction de la capitalisation boursière de l'entreprise, on pourra excuser ou pas certaines augmentations du coût des ventes. Mais dans l'idéal, il faut que l'augmentation des ventes soit contrôlée, qu'elle peut augmenter à travers le temps puisqu'une entreprise doit investir pour croître. Donc pour aller générer des nouveaux revenus, il faut effectivement dépenser plus afin d'aller augmenter les revenus. Donc le coût des ventes, une augmentation peut s'expliquer et se justifier, mais il faut que celle-ci soit contrôlée. Et ce qui permet de bien mesurer justement le contrôle du coût des ventes par rapport à l'augmentation des revenus, c'est le bénéfice brut. Donc le bénéfice brut, c'est à partir de là qu'on va pouvoir calculer la marge brute de l'entreprise, c'est-à-dire le profit brut que réalise l'entreprise sur une année donnée. Pour calculer la marge brute, on va donc prendre le bénéfice brut. Le bénéfice brut, c'est donc le résultat des revenus du chiffre d'affaires total moins le coût des ventes. On obtient le bénéfice brut. Et si on divise le bénéfice brut par le revenu, le chiffre d'affaires total, on va obtenir la marge brute de l'entreprise. Dans le cas de Apple, on voit qu'en 2020, la marge brute est d'environ 38%, ce qui signifie que 60% des revenus de Apple passent dans le coût des ventes et il reste un peu moins de 40% pour le bénéfice brut. Et au bénéfice brut, il faudra déduire par exemple les charges d'impôt pour arriver au bénéfice net. Mais ce qui est important lorsqu'on analyse la marge brute d'une entreprise, il faut que cette marge brute reste stable à travers le temps, voire qu'elle augmente. Si la marge brute baisse, cela veut dire que le coût des ventes augmente et donc que l'entreprise sera moins profitable. Donc, quand on est bien pour la marge brute, il faut que la marge brute soit stable ou en augmentation au fil du temps. Évidemment, il n'est pas facile pour une entreprise de continuellement augmenter sa marge brute. Parfois, il y a un certain plafond qu'elle atteint, mais l'entreprise peut tout faire pour contrôler le coût des ventes et maintenir une marge brute stable. Et dans le meilleur des cas, elle peut essayer de l'augmenter petit à petit au fil du temps. Le dernier élément que nous allons analyser, c'est donc le bénéfice net. Le bénéfice net, c'est donc le bénéfice brut moins toutes les charges d'impôt. Le bénéfice net, c'est donc le profit qu'a réalisé l'entreprise sur l'exercice comptable en question. Comment faut-il analyser ce chiffre? Puisqu'en soi, il ne veut pas dire grand-chose, mais bien évidemment, plus le chiffre est important, plus l'entreprise réalise de profit. Donc la première chose à voir, c'est est-ce que l'entreprise réalise un profit et si oui, est-il important? Ensuite, il faut comparer le bénéfice net au bénéfice net des années précédentes pour s'assurer que le bénéfice net est en augmentation. Et c'est là le point le plus important à prendre en compte, c'est on veut voir un bénéfice net qui est au moins stable, mais au mieux qui augmente d'année en année. Alors pour les petites entreprises qui sont en train de croître, le bénéfice net ne sera pas forcément positif dès le début de leur existence. Souvent, les entreprises qui sont en forte période de croissance ont des bénéfices nets négatifs puisqu'ils doivent investir massivement pour pouvoir gagner des parts de marché, gagner des nouveaux clients et augmenter leur chiffre d'affaires. C'est pourquoi vous verrez que beaucoup d'entreprises en croissance ont des bénéfices nets négatifs. Alors, un bénéfice net négatif pour ce genre d'entreprise n'est pas la fin du monde. Ce qu'il faut voir dans ce cas-là, c'est un bénéfice net négatif qui diminue d'année en année pour tendre vers zéro. Et il faut voir un chemin clair vers un bénéfice net qui arrive à zéro et qui ensuite devient positif. Donc ce qu'il faut voir, c'est une évolution du bénéfice net vers le positif et ensuite une fois qu'il devient positif, qu'il reste positif et qu'il augmente. Donc on peut excuser des bénéfices nets négatifs pour les entreprises en croissance à condition que celles-ci démontrent clairement qu'elles sont en train de faire des efforts et qu'elles sont en train de tendre vers la rentabilité à moyen terme. Donc pour résumer, dans le compte de résultat, on cherche un chiffre d'affaires qui est en augmentation constante, un coût des ventes qui est maîtrisé, des marges brutes qui sont stables ou en augmentation et un bénéfice net idéalement positif qui également augmente d'année en année. Une fois que nous avons analysé le compte de résultat, il est temps de passer au deuxième onglet des éléments financiers qui est le bilan. Le bilan synthétise à un moment donné les actifs et les passifs d'une entreprise. Pour faire simple, les actifs, c'est ce que l'entreprise possède et les passifs, c'est ce que l'entreprise doit ou ce sont les obligations de l'entreprise envers des tiers. C'est le bilan qui nous permettra d'analyser le taux d'endettement de l'entreprise.
Analyser la dette d'une entreprise, c'est fondamental pour évaluer sa santé financière. On pense souvent que plus il y a de dettes, moins c'est bien pour l'entreprise. Par contre, cela n'est pas tout à fait vrai. La dette, c'est un sujet complexe qui est souvent mal compris par beaucoup d'investisseurs. En réalité, la dette est un instrument essentiel pour permettre à une entreprise de se financer. Pour faire simple, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais une entreprise peut se financer par trois moyens. Soit elle va faire recours au crédit, donc elle va emprunter pour financer sa croissance, soit elle peut émettre des nouvelles actions sur le marché pour générer du capital et ensuite investir, soit elle peut investir avec ses fonds propres. Il existe beaucoup de facteurs différents qui vont décider comment l'entreprise va investir pour son avenir. Un des points fondamentaux qui va déterminer si le crédit est une bonne option ou pas, ce sont bien entendu les taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt sont faibles, le crédit est peu cher et du coup l'entreprise a tout intérêt à emprunter pour financer sa croissance plutôt que d'utiliser ses fonds propres qui seront peut-être mieux investis ailleurs. C'est pourquoi en ce moment, beaucoup d'entreprises empruntent fortement puisque le crédit coûte pas cher. La dette qu'on va analyser est toujours à mettre en relation avec les actifs de l'entreprise. Et c'est pourquoi pour analyser la dette de l'entreprise, on va utiliser trois ratios très importants. Tout d'abord, on a le current ratio, qui est le ratio de liquidité générale. On a ensuite le debt ratio, qui est le ratio d'endettement. Et enfin, on a le debt to equity ratio, qui est le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres de l'entreprise. Alors voyons voir un à un quels sont ces ratios et qu'est-ce qu'ils nous indiquent. Le current ratio, ou le ratio de liquidité à court terme, permet de mesurer la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations à court terme. Pour obtenir le current ratio, on va diviser les actifs à court terme de l'entreprise par les passifs à court terme de l'entreprise. Si l'entreprise a plus d'actifs à court terme qu'elle a de passifs à court terme, cela veut dire qu'elle sera en mesure d'honorer ses obligations à court terme. Quelles sont les obligations à court terme? Par exemple, des dettes fournisseurs ou encore des dettes qui arrivent bientôt à échéance. Et pour faire face à ces dépenses, l'entreprise a besoin de trésorerie, c'est-à-dire elle a besoin d'avoir des espèces ou des quasi-espèces dans son bilan. Donc ça, c'est un point très important à analyser lorsqu'on regarde le bilan d'une entreprise. C'est une des premières lignes d'ailleurs du bilan, c'est la ligne espèces et quasi-espèces. Alors espèces, vous comprenez ce que c'est du cash, c'est de l'argent liquide qu'a l'entreprise dans son compte en banque. Et les quasi-espèces, ce sont tous les titres que l'entreprise peut liquider sur le court terme, c'est-à-dire une période de 6 à 12 mois, qui peuvent se transformer en espèces. Ça peut être par exemple des investissements. Si une entreprise possède des actifs en bourse, elle peut les liquider très rapidement, ce qui se convertit en espèces et qui permettra de faire face aux obligations à court terme. Donc comme on l'a dit, il faut que les actifs à court terme soient supérieurs aux passifs à court terme. Un ratio idéal est donc de 1,5. C'est le ratio idéal de Warren Buffett lorsqu'il analyse le current ratio. Pour une entreprise comme Apple, leur ratio se situe entre 1,2 et 1,3, ce qui est satisfaisant et qui montre qu'elle a suffisamment d'espèces et de quasi-espèces dans son bilan pour faire face à ses passifs à court terme. Si une entreprise a moins d'actifs à court terme que de passifs à court terme, cela veut dire qu'elle ne pourra pas faire face à ses obligations, elle sera peut-être obligée d'emprunter ou d'émettre des actions afin de générer du cash pour payer ses obligations à court terme. Donc il est très important pour une entreprise d'avoir une bonne solidité financière avec des espèces dans son bilan. En la matière, Apple est un cas d'école et c'est d'ailleurs un des meilleurs élèves au monde puisqu'ils ont un bilan avec énormément de cash et d'espèces et de quasi-espèces sur son bilan, ce qui veut dire qu'elle n'a aucun problème de liquidité à court terme. Le deuxième ratio qu'on va analyser, c'est le debt ratio, le ratio d'endettement. Le ratio d'endettement, c'est le pourcentage des actifs de l'entreprise qui sont financés par la dette. Pour obtenir le ratio de dette, on va diviser la dette de l'entreprise par le total des actifs. Pour trouver la dette totale de l'entreprise, vous regardez dans le bilan toutes les lignes qui présentent le mot dette et vous les additionnez ensemble. Dans le cas de Apple, on voit qu'ils ont une dette courante de presque 14 milliards de dollars et une dette à long terme d'à peu près 105 milliards de dollars, ce qui va faire une dette totale d'un peu moins de 120 milliards de dollars pour Apple. Donc 120 milliards de dollars, c'est un chiffre qui paraît énorme, et en effet ça l'est, et pour même la majorité des entreprises au monde, ce serait un montant de dette totalement insoutenable qui mènerait à la banqueroute. Mais comme on l'a dit, il faut mettre ce chiffre en comparaison avec la totalité des actifs que possède Apple. Et on voit que Apple possède plus de 320 milliards de dollars d'actifs. Donc lorsqu'on divise 120 par 320 milliards, on a un ratio de 0,36. Ce qui veut dire que le debt ratio de Apple, son taux d'endettement, est de 0,36. Alors comment savoir si c'est un bon taux d'endettement ou pas? Il existe beaucoup d'exceptions en fonction des différentes industries et des secteurs dans lesquels évoluent les entreprises, puisque certains secteurs nécessitent plus de dettes que d'autres. Mais en règle générale, voici à peu près les barèmes qui vous permettent de situer si le ratio d'endettement est convenable ou pas. Un ratio inférieur à 0,4 est souvent considéré comme excellent. Un ratio entre 0,4 et 0,6 est considéré comme normal ou acceptable,
et un ratio d'endettement supérieur à 0,6 est considéré comme élevé, voire inquiétant. Si une entreprise a un ratio d'endettement supérieur à 0,6, il faut vous renseigner pourquoi. Enfin, on analyse le Debt to Equity Ratio, qui est le ratio des passifs de l'entreprise par rapport à ses capitaux propres. Cela permet de mesurer l'utilisation de la dette pour financer les actifs. Pour trouver ce ratio, on va diviser le montant des passifs par les capitaux propres de l'entreprise, que vous pouvez trouver tout à la fin du bilan. Plus ce ratio est faible, mieux c'est, puisque cela veut dire que l'entreprise n'utilise pas beaucoup de dettes pour financer ses actifs. En général, un ratio acceptable est de 2. Mais dans l'idéal, il faut un ratio inférieur à 2. Et tous les ratios qui sont supérieurs à 2, il faut vous renseigner pourquoi est-ce que l'entreprise a autant de dettes. L'analyse des flux de trésorerie, qui est la troisième partie de l'analyse des éléments financiers de l'entreprise. Les flux de trésorerie recensent tous les mouvements de capitaux de l'entreprise au cours de l'exercice comptable donné. En anglais, le terme flux de trésorerie, vous l'avez peut-être entendu, c'est ce qu'on appelle le cash flow. Et souvent, comme on dit souvent, cash is king, ou en français on dit souvent l'argent c'est le nerf de la guerre. Et s'il y a un des trois éléments, des éléments financiers qu'il faut vraiment retenir, les flux de trésorerie sont peut-être les indicateurs les plus importants sur la capacité de l'entreprise à s'autofinancer. Pour cette présentation simplifiée, nous allons nous intéresser principalement aux flux de trésorerie opérationnels et aux flux de trésorerie disponibles. Donc le flux de trésorerie opérationnel comprend le flux de trésorerie qui sont liés aux activités commerciales, aux activités d'investissement et aux activités de financement. Vous voyez qu'en 2020, le flux de trésorerie opérationnel de Apple s'élève à plus de 80 milliards de dollars, ce qui est un chiffre énorme. Tout en bas de cet onglet sur les flux de trésorerie, nous voyons que donc le flux de trésorerie opérationnel est de 80 milliards de dollars, auquel on va déduire les charges d'investissement. Donc les investissements que va réaliser Apple, qui étaient de 7 milliards de dollars en 2020, vont se déduire du flux de trésorerie opérationnel, et le résultat nous donne le flux de trésorerie disponible, c'est-à-dire le cash net qu'a Apple à la fin de l'exercice comptable. Et le cash net qu'a Apple à la fin de l'exercice comptable est de 73 milliards de dollars, ce qui est un chiffre très élevé. Alors, comment interpréter ces données? Eh bien, dans l'idéal, il faut que le flux de trésorerie opérationnel augmente d'année en année, ce qui signifie que l'entreprise réalise des bonnes opérations financières, des bonnes opérations d'investissement et des bonnes opérations commerciales. Bien entendu, les entreprises ont besoin d'investir, donc parfois le flux de trésorerie disponible, il ne va pas augmenter de manière linéaire d'année en année, il peut varier. Mais ce qui est important à voir, c'est un flux de trésorerie positif qui, dans l'idéal, augmente, mais ce ne sera pas toujours le cas. Alors, pour les petites entreprises qui sont en forte croissance, il se peut qu'elles aient des flux de trésorerie disponibles négatifs puisqu'elles sont en train d'investir massivement pour la croissance. C'est le même principe qui s'applique que pour les bénéfices nets. On peut avoir des flux de trésorerie disponibles négatifs à condition que ceux-ci diminuent d'année en année pour tendre vers zéro et éventuellement devenir positifs. Si vous voyez qu'une grosse entreprise a des flux de trésorerie disponibles positifs tous les ans, c'est déjà un excellent indicateur. Cela conclut donc la partie sur l'analyse des éléments financiers de l'entreprise. Pour résumer, vous devez analyser la capitalisation boursière pour voir quel genre d'entreprise c'est, est-ce que l'entreprise sera sujette à volatilité ou pas, la performance du prix de l'action sur 10 ans pour voir dans quelle direction générale tend l'entreprise au cours des dernières années. Enfin, l'analyse du compte de résultat, on analyse le chiffre d'affaires, le coût des ventes, le bénéfice brut et le bénéfice net. Enfin, on analyse le bilan via trois ratios très importants, le ratio de liquidité générale, le ratio d'endettement et le ratio des passifs par rapport aux capitaux propres qui permet de donner une idée du taux d'endettement de l'entreprise. Enfin, on analyse les flux de trésorerie pour voir si l'entreprise génère du cash qui lui permettra de s'autofinancer sans avoir recours au mode de financement extérieur. Nous passons maintenant à la deuxième partie de cette analyse, de la deuxième étape de l'analyse qui est comprendre le business model de l'entreprise. La deuxième étape de l'analyse d'une entreprise, c'est comprendre le business model. Dans cette partie, il y aura donc deux sous-parties pour comprendre le business model. Comprendre le business model et comment il fonctionne, comment est-ce que l'entreprise gagne son argent, et ensuite analyser les perspectives de croissance future de l'entreprise. Si les éléments financiers sont positifs, cela vous pousse donc à passer la deuxième étape de l'analyse de l'entreprise qui est la compréhension du business model. Comment faire pour comprendre le business model? Et qu'est-ce qu'un business model? Un business model, c'est la manière comment l'entreprise va générer son chiffre d'affaires. Donc l'entreprise comme Apple, par exemple, vend des produits comme des smartphones et des ordinateurs, mais ils vendent aussi des services via notamment le Apple Store où ils vont permettre aux développeurs de vendre leurs applications et Apple va prélever un pourcentage du prix de vente de ces applications. Donc Apple, c'est une entreprise qui vend à la fois du hardware, mais qui vend aussi des services. Pour en savoir plus sur l'entreprise et comment fonctionne ce business model, voici différentes techniques que vous pouvez utiliser. Premièrement, lorsque vous commencez à analyser une entreprise, vous pouvez consulter sa fiche Wikipédia pour savoir quand l'entreprise a été fondée,
qu'est-ce qu'elle fait et avoir quelques grands chiffres, quelques grands repères qui vous permettent un peu de situer l'entreprise, ce qu'elle fait, qui sont ses fondateurs, etc. Bien évidemment, cela ne suffira pas. Alors pour aller plus loin, vous pouvez aller directement sur le site de l'entreprise et toutes les entreprises qui sont cotées en bourse ont une section de leur site internet qui s'appelle Relations investisseurs. Lorsque vous allez sur Relations investisseurs, sur la page d'accueil, il y a souvent deux documents qui vont se présenter. Un premier document qui va s'appeler Présentation 2020 ou Présentation de l'année en cours. Et ce document-là, en fait, sera très court et il va simplement faire une présentation d'ordre très général de l'entreprise auprès des actionnaires ou enfin de futurs actionnaires ou de gens qui n'ont aucune idée de ce que fait l'entreprise. Le business model de l'entreprise, sa philosophie et sa mission seront très brièvement expliqués dans ce document, ce qui vous permettra d'avoir une idée de ce que fait l'entreprise, comment elle fonctionne, quelles sont ses valeurs et qui sont ses clients. Pour aller ensuite plus loin, il y a un deuxième document très important qui se situe sur cette page qui s'appelle le rapport annuel. Donc, les rapports annuels sont parfois un peu longs et exhaustifs, mais ils contiennent des informations essentielles qui permettent d'obtenir une bonne idée de ce que fait l'entreprise. Parfois, donc, les présentations corporate sont un peu succinctes, elles sont un peu courtes, donc il est toujours de bon ton d'aller voir le rapport annuel pour voir un peu plus en profondeur comment fonctionne l'entreprise. Donc ça, c'est un excellent moyen de comprendre comment l'entreprise gagne son argent et comment est façonné son business model. Une fois que vous comprenez le business model, il faut vous poser certaines questions. Est-ce que l'entreprise répond à un réel besoin qui va perdurer dans la durée? Ou est-ce qu'elle répond à un besoin éphémère qui va disparaître bientôt? Est-ce que son business model est facile à répliquer pour d'éventuels concurrents? Ou est-ce qu'au contraire, elle a une approche vraiment innovante qui est propre à elle et qui la démarque de ses concurrents? Ensuite, essayez d'estimer aussi la diversification des revenus de l'entreprise. Si l'entreprise ne s'adresse qu'à un seul secteur du marché et que tous ses revenus sont issus d'une seule source, cela peut être dangereux à long terme si un jour ce marché-là entre en crise ou si les consommateurs ne souhaitent plus ce produit ou ce service. Une entreprise qui a des sources de revenus très diversifiées sera donc beaucoup plus solide puisque si une source de revenus s'éteint, il y a encore d'autres sources de revenus disponibles qui permettront à l'entreprise de continuer à exister. Donc la diversification des revenus, c'est un point absolument essentiel. Bien entendu, certaines entreprises jeunes qui sont en forte phase de croissance dépendent souvent d'une seule source de revenus pour croître. Mais il est important de voir au fil du temps qu'elles cherchent à se diversifier afin de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Rappelez-vous aussi qu'on n'investit pas sur les performances passées, mais sur les perspectives futures de l'entreprise. C'est pourquoi la deuxième étape de la compréhension du business model, c'est essayer d'analyser les perspectives futures de croissance de l'entreprise. Alors, comment faire pour analyser les perspectives futures de croissance de l'entreprise? Un point de départ, c'est d'analyser le secteur dans lequel opère l'entreprise. Par exemple, je parle beaucoup d'Apple dans cette vidéo. Apple opère principalement sur le marché des smartphones. Donc la première chose que je peux faire si je veux analyser les perspectives futures d'Apple, c'est d'analyser les prévisions de croissance du secteur de smartphones au cours des 5 et 10 prochaines années. Je suis donc tombé sur un article qui me dit que le marché des smartphones va atteindre les 290 milliards de dollars d'ici 2025, comparé à moins de 200 milliards en 2018. Ce qui veut dire qu'il y aura une augmentation annuelle moyenne du marché des smartphones d'environ 7% jusqu'en 2025. Cela veut dire donc qu'il y a de la valeur à capter dans le marché des smartphones. Apple étant déjà un leader du marché des smartphones, on peut donc penser qu'Apple va continuer à capturer une certaine partie de cette nouvelle valeur au fil des années et donc générer des nouvelles sources de revenus puisque de plus en plus de personnes vont se mettre à acheter des smartphones et Apple étant le leader, beaucoup de gens vont choisir d'acheter Apple. Par contre, il faut ensuite analyser la capacité à Apple de pouvoir capter cette valeur. Le simple fait d'être un leader aujourd'hui ne veut pas dire que Apple sera un leader demain. Il se peut très bien qu'une entreprise arrête d'innover et que ses concurrents prennent le pas. Donc lorsque vous lisez les documents sur l'entreprise, les présentations, les rapports annuels, il faut également aller chercher d'autres sources d'informations, notamment des analystes indépendants ou même des analystes de grands journaux qui vont analyser l'action Apple pour analyser, voir quelles sont les trajectoires de croissance et les perspectives de croissance, les projets futurs que Apple met en place. Après une recherche Google, je vois que Apple, et comme vous avez dû en entendre parler, Apple veut développer une voiture électrique. Donc ça veut dire que Apple souhaite entrer sur un nouveau marché de l'automobile, ce qui va diversifier ses revenus. Et avec sa technologie d'intelligence artificielle et de savoir-faire avec les programmateurs, il se peut qu'Apple réussisse ce pari. Donc Apple va peut-être entrer sur le marché de l'automobile électrique, un marché en forte expansion. De plus, il y a d'autres rumeurs qui disent que Apple va développer ses propres satellites 5G afin d'envoyer directement le data de ses téléphones vers les satellites et vice-versa. Ce qui veut dire que Apple, les utilisateurs Apple n'auront plus besoin d'aller chez les opérateurs téléphoniques historiques. Tout se passera directement chez Apple. Ça, c'est également une source de croissance très importante puisque la 5G va créer beaucoup de valeur au cours des années à venir.
Donc déjà, rien qu'avec ces deux pistes-là, on voit que Apple a des projets qui vont lui permettre de capter de la valeur additionnelle dans les années à venir, ce qui peut rendre l'investisseur confiant sur sa capacité à continuer de croître au cours de la prochaine décennie. Donc pour résumer, la deuxième étape de l'analyse consiste à comprendre le business model de l'entreprise. Comment l'entreprise gagne-t-elle son argent? Répond-elle à un réel besoin? Est-ce que le business model peut perdurer dans le temps? Est-il facile à répliquer? Est-ce que l'entreprise a des sources de revenus diversifiées qui lui permettent de faire face à une crise ou si une de ces sources de revenus finalement s'éteint, est-ce qu'elle pourra faire face à ces challenges? Ensuite, analyser les perspectives de croissance de l'entreprise pour évaluer sa capacité à capter de la valeur dans le futur. Maintenant qu'on connaît la situation financière de l'entreprise, son business model et ses perspectives de croissance futures, on peut maintenant passer à la troisième étape de l'analyse, qui est l'analyse concurrentielle. Pour faire simple, l'analyse concurrentielle, c'est on va comparer l'entreprise à ses compétiteurs dans le secteur dans lequel elle opère. Certaines entreprises opèrent dans différents secteurs à la fois, donc ils ont plusieurs concurrents qu'il faut analyser en fonction du segment de marché qu'on analyse. Pour comparer les concurrents, comment faire? Pour faire simple, on identifie les concurrents de l'entreprise dans chacun des secteurs où elle opère. Dans le cas de Apple, elle vend des téléphones, mais elle vend également des ordinateurs et elle vend aussi des montres connectées et divers accessoires de technologie. Donc il faut comparer Apple avec toutes ces entreprises qui créent les mêmes types de produits. On peut comparer donc Apple avec Microsoft lorsqu'il en vient aux ordinateurs portables. Donc on peut comparer Apple avec Samsung lorsqu'il en vient à la téléphonie mobile et aux montres connectées par exemple. Et un jour, on pourra certainement comparer Apple peut-être à Tesla si Apple se lance de manière réussie dans les voitures électriques. Voici donc divers éléments qu'on peut comparer pour établir une analyse concurrentielle. Premièrement, vous pouvez analyser la puissance de la marque vis-à-vis de son concurrent. Donc si on compare Apple par exemple à Samsung, laquelle des deux marques pensez-vous est la plus prestigieuse et laquelle est la plus convoitée par les consommateurs? Cela peut être parfois une prise de position ou une vue subjective basée sur vos besoins, mais il faut vous détacher de vos préférences personnelles et essayer de faire une analyse de marché pour voir quel est le smartphone le plus désiré des consommateurs. Pour ce faire, vous pouvez taper part de marché smartphone sur Internet et vous verrez que Apple donc est le leader du marché des smartphones et c'est eux qui captent la majorité des profits du marché du smartphone, bien que d'autres compagnies vendent parfois plus de smartphones que Apple. Mais Apple donc s'est donné une image de luxe par rapport aux autres opérateurs qui fait qu'elle peut commander un prix plus important pour ses produits et les consommateurs achètent quand même. Tous les semestres, Apple affiche des profits records et on dirait que la tendance va encore se poursuivre dans les années à venir. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est comparer la puissance des marques qui sont en concurrence entre elles. Ensuite, vous pouvez comparer les éléments financiers de l'entreprise avec ses concurrents. Vous pouvez comparer l'augmentation des revenus de Apple avec Samsung ou de Apple avec Microsoft pour voir quelle entreprise est en plus grosse croissance et laquelle représente potentiellement le meilleur investissement à long terme. Vous pouvez comparer les niveaux d'endettement, donc les ratios de dette qu'on a vus. Vous pouvez comparer également les flux de trésorerie des entreprises pour voir quelle entreprise est en meilleure situation financière que l'autre, laquelle réalise plus de profits, laquelle maîtrise mieux ses coûts, laquelle a les meilleures marges et laquelle a les meilleurs bénéfices nets. Ça, ce sont divers éléments que vous pouvez comparer afin d'avoir une meilleure idée de quelle entreprise est la meilleure. Ensuite, si l'entreprise paye un dividende, vous pouvez comparer le dividende de l'entreprise et vous pouvez comparer également les historiques de croissance du dividende des entreprises entre elles. Donc, si Apple a des concurrents qui payent également un dividende, vous pouvez comparer l'historique de croissance du dividende. Vous pouvez comparer le payout ratio de Apple vis-à-vis des autres concurrents pour voir quel dividende a la meilleure place d'augmenter à travers le temps et si le dividende est payé de manière fiable chaque année et s'il augmente également chaque année afin d'identifier laquelle de ces entreprises a plus de chances un jour de devenir un dividend aristocrate. Enfin, vous pouvez également comparer les perspectives de croissance de chaque entreprise. Quelle entreprise a le plus de projets innovants pour l'avenir? Donc, quelle entreprise sera plus à même de capturer la future valeur des marchés dans lesquels elle opère? Quelle entreprise est en train de diversifier le plus ses revenus afin de devenir une entreprise diversifiée qui peut faire face aux crises et qui pourra maximiser ses revenus via différentes sources? Tout ça, ce sont des éléments que vous pouvez prendre en compte pour comparer les entreprises entre elles. Enfin, un dernier aspect que vous pouvez utiliser pour comparer les entreprises entre elles, ce sont les différents ratios. Il y a deux ratios importants desquels je souhaite parler, le Price to Earnings Ratio et le Price to Book Ratio. Le Price to Earnings Ratio, qui est appelé en français le ratio prix-bénéfice, calcule la capitalisation boursière de l'entreprise par rapport à son bénéfice net. Donc pour trouver le ratio PE, comme on va l'appeler, vous divisez la capitalisation boursière de l'entreprise par son bénéfice net. En règle générale, plus le ratio PE est faible, plus l'entreprise est sous-évaluée. Par contre, le ratio PE n'est pas à prendre en isolation.
il faut le comparer aux concurrents de l'entreprise afin de pouvoir comparer laquelle entreprise est potentiellement sur- ou sous-évaluée par rapport à ses concurrents. Si toutes les entreprises du secteur ont un ratio PE de 15 et que l'entreprise que vous analysez a un ratio PE de 10, cela peut supposer que l'action que vous analysez est sous-évaluée. Par contre, il y a également beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte dans le ratio PE et le ratio en lui-même n'est pas tellement éloquent. Il faut voir un peu ce qui se cache dessous. Par exemple, une entreprise peut avoir un ratio PE très élevé, c'est-à-dire que sa capitalisation boursière sera très importante par rapport à son bénéfice net. Mais cela peut se justifier. Si l'entreprise est en très forte croissance, les investisseurs font le pari que l'entreprise va réaliser beaucoup de bénéfices à l'avenir, ce qui va réduire le ratio PE au fil du temps. Au contraire, si une entreprise a un ratio PE très faible, cela peut indiquer que les investisseurs pensent que l'entreprise ne va pas beaucoup croître, que finalement le bénéfice va rester à peu près pareil, et donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt d'investir dans cette action-là. C'est pourquoi le ratio PE est à prendre avec des pincettes et à utiliser surtout pour faire une comparaison avec d'autres entreprises. Et ensuite, une fois que vous voyez le ratio PE, il faut comprendre la signification. Pourquoi est-il élevé ou pourquoi est-il faible? Et pour cela, il faut surtout se baser sur les perspectives de croissance future de l'entreprise. Le deuxième ratio important, c'est le price to book ratio, le ratio prix par rapport à la valeur de l'entreprise. Ce ratio est utilisé pour comparer la capitalisation boursière de l'entreprise à sa valeur comptable. En règle générale, un ratio PB en dessous de 1 signifie que l'entreprise est sous-évaluée et un ratio PB qui est de 2, 3, 4, 5 ou plus signifie que l'entreprise est surévaluée. Cela dit, certaines entreprises peuvent avoir un ratio PB très faible puisque ce sont des entreprises qui ne valent plus grand-chose. Donc, encore une fois, c'est un indicateur à prendre avec des pincettes, mais qui permet efficacement de comparer des entreprises entre elles pour voir quelle entreprise est potentiellement sur- ou sous-évaluée par rapport à la valeur des actifs qu'elle a sur son bilan. Il existe beaucoup d'autres ratios qu'on peut utiliser pour comparer des concurrents entre eux, mais le price to earnings ratio et le price to book ratio sont déjà deux ratios très importants et peut-être les deux plus importants à utiliser lorsqu'on compare des concurrents entre eux. Et c'est un excellent moyen de départ pour comparer différentes actions entre elles. La quatrième étape de l'analyse, c'est donc l'analyse du management et de l'actionnariat. Un investisseur célèbre a dit si un business model est assez simple pour être dirigé par un idiot, un jour il le sera. Ce qui veut dire par là, c'est que même les plus grosses entreprises peuvent faire des erreurs de casting et mettre les mauvaises personnes au mauvais endroit. En tant qu'actionnaire, vous voulez vous assurer que l'entreprise est entre de bonnes mains. Pour savoir si l'entreprise est entre de bonnes mains, il faut analyser l'équipe managériale. La majorité, voire toutes les entreprises cotées en bourse, ont une page sur leur site internet qui va montrer la liste des directeurs et des grands dirigeants de l'entreprise. Quand vous consultez cette liste, vous pouvez voir qui sont exactement les gens à la tête de l'entreprise, quels sont leurs parcours et leurs profils, et à partir de là, vous pouvez déterminer si l'entreprise est entre de bonnes mains ou pas. Quels sont donc les facteurs importants à prendre en compte lorsqu'on analyse les profils des dirigeants? Premièrement, ont-ils une longue expérience dans l'entreprise, c'est-à-dire connaissent-ils bien l'entreprise de l'intérieur et qu'est-ce qu'ils ont réalisé à leur poste dans cette entreprise? Si les dirigeants ont un long parcours dans l'industrie dans laquelle ils opèrent et qu'ils ont réalisé de belles choses dans d'autres entreprises ou dans l'entreprise en question, c'est déjà un très bon signe. Si au contraire, ils ont un historique où ils ont coulé des entreprises et ils ont travaillé dans beaucoup d'entreprises qui ont fait banqueroute, cela est déjà un moins bon signe. Également, si les dirigeants ont été impliqués dans des scandales financiers ou des scandales de mauvaise gestion, c'est également un signe alarmant et il faut se demander pourquoi est-ce que ces gens-là sont à la tête de l'entreprise et quelle influence ont-ils dans l'entreprise que vous analysez. Si également l'équipe dirigeante est composée uniquement de novices et qu'il n'y a pas d'expérience dans l'équipe managériale, cela peut également être un signe alarmant qui indique que l'entreprise peut-être ne sera potentiellement pas bien gérée. Encore une fois, il existe beaucoup d'exceptions à tout ce que je viens de dire, mais je vous donne simplement des indications d'ordre général afin de pouvoir vous situer lorsque vous commencez à analyser une équipe dirigeante. Un autre indicateur qui permet de juger de l'efficacité du management, c'est la dilution d'actions. La dilution d'actions, c'est le fait qu'une entreprise va émettre des actions sur le marché afin de générer du capital. Mais lorsqu'une entreprise émet de nouvelles actions sur le marché, cela a pour conséquence de diluer l'actionnariat existant. Alors l'émission d'actions est un instrument très important pour générer du capital, mais il faut être utilisé de manière raisonnable et raisonnée. Si une entreprise émet de nouvelles actions plusieurs fois par an ou une fois tous les ans pendant 10-15 ans et qu'elle émet beaucoup d'actions, cela est très mauvais signe puisque l'actionnariat sera dilué et le prix des actions risque de baisser. Alors pour voir si une entreprise émet des actions ou pas, vous pouvez voir directement dans les éléments financiers, il y a un onglet qui va s'appeler actions en circulation, enfin il y aura un nom de ce style, vous allez le voir apparaître ici, et vous allez voir le nombre d'actions en circulation. Si vous voyez que ce nombre augmente de manière très importante chaque année,
cela est généralement mauvais signe et cela indique que l'entreprise n'a pas la capacité de s'autofinancer et qu'ils sont obligés de toujours vendre des actions pour finalement générer du capital. Et ça, c'est le signe en général d'un management relativement incompétent. Donc une chose à prendre en compte, c'est regarder la quantité d'actions en circulation. Et personnellement, quand j'analyse une entreprise, j'aime voir un chiffre qui reste plus ou moins stable, voire même qui peut diminuer si l'entreprise rachète ses propres actions. Ça, c'est en général un bon signe, c'est que l'entreprise génère beaucoup de cash et qu'elle rachète ses propres actions. C'est le signe d'un management efficace. Enfin, vous pouvez analyser l'actionnariat de l'entreprise. Qui sont les investisseurs qui détiennent ces actions? En général, il y a deux types d'investisseurs qui peuvent détenir les actions d'une entreprise. Les investisseurs particuliers et les investisseurs institutionnels. Les entreprises à grosse capitalisation boursière ont un actionnariat très étendu, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs institutionnels et des particuliers qui détiennent ces actions. Ce qui veut dire que c'est une entreprise donc très solide, qui est perçue comme étant très solide et tout le monde a confiance en elle, donc tout le monde va investir dedans. Par contre, pour les entreprises à plus faible capitalisation boursière, le scénario est différent. Il se peut qu'il n'y ait aucune institution qui investisse dans cette entreprise, puisqu'ils estiment qu'elle est encore trop risquée. Donc il se peut que l'entreprise soit uniquement composée de insiders, c'est-à-dire de l'équipe dirigeante, ou d'investisseurs particuliers. Ou il y a également des petites entreprises qui sont principalement, dont les actions sont principalement détenues par des institutions et non pas par des particuliers, peut-être parce que les particuliers ne connaissent pas encore cette entreprise. Le fait que des institutions soient des gros investisseurs dans des actions est à la fois une bonne et une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce que les investisseurs institutionnels investissent pour une seule raison, gagner de l'argent. Donc s'ils investissent dans une boîte, ils pensent que celle-ci a des bonnes perspectives à long terme, mais ils s'attendent à un retour sur investissement. Le côté négatif, c'est que les institutions parfois mettent la pression sur l'équipe dirigeante pour délivrer de la valeur aux actionnaires immédiatement, ce qui peut parfois sacrifier les perspectives à très long terme de l'entreprise si elle est obligée de baisser la qualité de ses produits ou de ses services, par exemple, pour maximiser son profit à court terme. Donc c'est comme on dit c'est en anglais, c'est un double-edged sword, c'est une épée avec deux lames, ce qui veut dire que ça peut être une bonne chose, mais une mauvaise chose. Donc il faut savoir également pourquoi est-ce que l'entreprise investit. Un signe correct aussi, c'est si beaucoup de insiders, donc beaucoup de gens de l'équipe fondatrice ou dirigeante, détiennent des actions de cette entreprise. Cela signifie qu'eux-mêmes ont confiance en la capacité à l'entreprise de croître au fil du temps, puisque parfois dans certaines startups ou certaines plus petites entreprises, l'équipe dirigeante va sacrifier de la rémunération en liquide pour avoir plus d'actions de l'entreprise, ce qui signifie qu'ils ont confiance en le fait que l'entreprise puisse croître et générer des bénéfices à l'avenir. Un autre aspect à analyser lorsque vous analysez l'actionnariat, c'est de voir si des institutions ont des grosses positions de vente à découvert sur cette entreprise. Si les grosses institutions parient contre l'entreprise, cela peut signifier qu'ils ont identifié des problèmes structurels chez cette entreprise et qu'ils pensent que le cours de l'action va baisser. Dans ce cas-là, il vaut mieux éviter d'acheter des actions de cette entreprise-là. Il existe toujours des exceptions, on se rappelle de l'affaire GameStop, où les entreprises ont vendu à découvert plus de 100% des actions en circulation, et donc elles se sont faites attraper, il y a eu un short squeeze, et le fait que beaucoup de gens achètent cette action, ça a fait monter le prix de l'action et ça a fait perdre de l'argent aux grosses institutions. Par contre, à la fin de l'histoire, l'investisseur particulier s'est quand même fait avoir, et beaucoup de gens ont acheté l'action GameStop à 300 ou 400 $, et en fait le cours a brutalement chuté. Donc en voulant parier contre les grosses institutions, beaucoup de gens ont fini par perdre. Beaucoup de gens ont gagné lorsque le prix a monté, mais beaucoup de gens qui ont acheté trop cher ont perdu. C'est pourquoi le pari de vouloir parier contre les grosses institutions est très risqué et ce n'est pas quelque chose que je conseille lorsqu'on fait de l'investissement à long terme. Donc si vous voyez que beaucoup d'institutions parient contre une entreprise, généralement c'est un signe qui indique qu'il faut plutôt s'en éloigner et ne pas y placer son argent. Ultime point intéressant à prendre en compte lorsqu'on analyse l'actionnariat, c'est est-ce que l'équipe dirigeante est en train d'acheter ou de vendre les actions de son entreprise? Alors, l'équipe dirigeante, par exemple, lorsqu'on parle des dirigeants, on va parler d'un PDG ou d'un directeur financier, par exemple, ou d'autres membres de l'équipe dirigeante très haut placés. Ils peuvent vendre des actions pour diverses raisons. Parfois, ce sont des obligations contractuelles. Parfois, ils veulent rééquilibrer leur portefeuille, donc ils veulent allouer leurs fonds vers d'autres instruments financiers. Autrefois, c'est pour financer des projets personnels. On ne sait jamais réellement pourquoi un insider vend ses positions. Par contre, l'équipe dirigeante, ils vont acheter des actions pour une seule raison, c'est gagner de l'argent. Et ça, c'est de l'information qui est publique. Vous pouvez voir qui sont les dirigeants qui achètent des actions. C'est publié assez régulièrement. Et si vous voyez que beaucoup de membres de l'équipe dirigeante sont en train d'acheter des actions, cela signifie qu'ils peuvent penser que l'action est sous-évaluée et que celle-ci va augmenter. Si vous voyez qu'une seule personne achète des actions, ce n'est pas vraiment un indicateur très fort. Mais si vous voyez que 3, 4, 5 insiders ou plus achètent des grosses quantités d'actions après que le cours est baissé, cela signifie potentiellement qu'ils pensent que l'action est sous-évaluée et que celle-ci va redresser la barre dans un avenir proche, puisque eux-mêmes sont au fait
des performances futures, ou enfin eux-mêmes ils savent plus ou moins à quoi s'attendre en termes de performances futures de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Donc les insiders qui achètent des actions de leur propre entreprise est en général un bon signe lorsqu'il en vient à analyser la qualité d'une entreprise, puisque si eux-mêmes ils y croient, cela veut dire que l'entreprise a potentiellement de la place pour avoir des bonnes performances. Une fois que vous avez passé les 4 étapes de l'analyse, il se peut que vous êtes en train de vous dire que l'action que vous analysez est très intéressante et vous avez fortement envie de l'acheter. Pas si vite, il reste une dernière étape à respecter pour vous assurer que vous allez faire le bon choix. Parfois, on a tellement envie d'acheter une action qu'en fait, on va minimiser les points négatifs qu'on a relevés au cours de l'analyse. C'est une grave erreur. Il faut impérativement revenir sur chaque point négatif pour peser le coût pour et le contre de l'investissement. Il ne faut jamais balayer les points négatifs sous le tapis en se disant c'est un point minime et qu'il n'a aucune importance. Parfois, un petit détail peut complètement chambouler l'analyse et nous faire remettre en question. C'est pourquoi il faut mettre vos habits de l'avocat du diable et d'argumenter contre tous les points positifs que vous venez de relever. Mettez-vous donc dans la peau d'un ultra pessimiste qui déteste l'entreprise en question et qui veut tout faire pour la discréditer et vous décourager d'y placer votre argent. Donc pour ce faire, vous repassez chaque étape de l'analyse, vous faites 2 colonnes, une colonne pour, une colonne contre, et vous allez noter les arguments pour et les arguments contre dans chaque colonne. Donc vous allez voir par exemple les éléments financiers, vous allez dire bon ratio de dette, bon revenu qui augmente, mais bénéfice net qui a baissé par exemple d'une année sur l'autre. Vous allez voir dans le business model, vous allez dire revenu pas assez diversifié. Ou vous allez voir dans l'équipe dirigeante, vous allez dire dirigeant relativement inexpérimenté, etc. Vous allez faire toute la liste des éléments potentiellement négatifs qui pourraient vous décourager d'investir. Une fois que vous avez fait cette liste, il est temps de peser le pour et le contre et de faire un verdict. S'il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs, vous pouvez vous dire que finalement c'est peut-être une bonne action et que vous pouvez l'acheter. S'il y a beaucoup plus de points négatifs que de points positifs, en général c'est un signe qu'il ne faut pas placer son argent dans cette action en question. Voilà donc les 5 étapes sur comment analyser une entreprise. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Bien évidemment, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais sinon cette vidéo prendrait des heures et je reviendrai sur ce concept plus tard, sur d'autres méthodes pour analyser une entreprise. Mais ces 5 étapes déjà vous permettront de faire des bonnes petites analyses assez exhaustives et assez complètes pour avoir une bonne idée si l'entreprise en question est un bon investissement ou pas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne pour être notifié des futures publications et surtout, laissez un commentaire pour me faire part de vos observations sur les étapes d'analyse que j'ai présentées. Qu'est-ce que vous rajouteriez? Qu'est-ce que vous enlèveriez? Qu'est-ce que vous pensez qui n'est pas pertinent ou qui c'est assez pertinent pour en faire partie? Comme j'ai dit, je ne peux pas tout présenter, mais j'ai essayé d'être le plus complet possible pour vous montrer les points clés à prendre en compte. Mais faites-moi part de vos observations. Nous sommes tous là pour apprendre et échanger ensemble, pour parfaire nos méthodes d'analyse. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.